Bonjour à toutes les femmes du monde entier qui nous suivent en ce moment. Chers téléspectateurs, bonjour. Dans les 365 jours de l'année, une journée est spécialement dédiée à la gente féminine. C'est bien le 8 mars, une initiative prise par la communauté internationale pour raviver la flamme de la promotion des droits des femmes. C'est aussi un moment fort d'engager le débat autour des problèmes qui se posent à l'épanouissement des filles et des femmes. En témoigne le thème 2025 de la Journée internationale de la femme qui s'intitule « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Sur cette question, nous prendrons l'avis de notre invitée, l'honorable Chantal Ahi, l'une des voix féminines qui porte au niveau de l'institution parlementaire de notre pays, au niveau de la République en général. Nous ferons un bilan de cette célébration dont la première édition remonte à 1977 où l'Organisation des Nations Unies l'a officialisé. Également avec Madame Ahi, nous parlerons politique, à l'occurrence l'engagement politique des femmes à l'aide des réformes du système partisan. Quelles sont les opportunités et défis qui, engendrés par cette nouvelle donne introduite dans l'arène politique au Bénin? Et les éléments de réponse à suivre dans Zone Franche de ce dimanche. Honorable Chantal Ahi, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Vous avez bien fêté le 8 mars? Oui, j'ai bien fêté le 8 mars. Il faut dire que, en tant que parlementaire du bloc républicain, le président de notre parti fait en sorte que tous les jours soient un 8 mars pour les femmes du bloc républicain. Donc on est en perpétuelle célébration du 8 mars au bloc républicain. Finalement, ce sont les hommes qui apportent du piment à vos célébrations. Ah oui, et cela nous convient tout à fait. Ça fait de la masculinité positive une réalité, parce que sans les hommes, que pouvons-nous faire vraiment de bien solide, d'envergure en fait. Donc on reconnaît au bloc républicain que la femme épanouie, émancipée, autonomisée, oui. Accompagner des hommes, c'est encore bien meilleur. On verra tout cela dans les détails avec mon collègue Éric Guédénon. Éric, bonjour. Franck Aounou, bonjour. Honorable Chantal Ahi, bonjour. Bonjour. Très bonne fête à vous et merci d'être avec nous ce matin. C'est tout l'intérêt pour moi. Nous parlons justement de cette célébration. Selon vous, pourquoi pensez-vous qu'on devrait accorder une importance à cette célébration ? Merci beaucoup. Cette célébration, comme vous l'avez dit, depuis 1977, instituée par l'ONU. Pourquoi accorder une importance capitale? Parce que je rajoute capitale à cette célébration. Juste pour moi, pour s'arrêter et faire le point. Faire le point, faire un bilan et faire prendre conscience aux femmes de tout ce qui est fait, de tout le parcours qui est fait et de tout ce qui reste à faire. Évaluer tout ce qui est fait pour voir s'il y a de la réorientation à faire, là où il y a des tirs à rectifier, qu'on les rectifie, là où on a besoin, bien au contraire, d'appuyer l'accélérateur, qu'on appuie l'accélérateur, et tout simplement sur la fin, en tout cas de ma réponse, célébrer la femme. On a une journée internationale pour le faire, mais la femme devrait être célébrée tous les jours, au quotidien. En fait. Ça fait plusieurs années qu'on célèbre cet événement. Est-ce qu'à votre analyse, nous avons évolué sur les différentes thématiques que ces journées abordent assez souvent? Autonomisation, égalité et bien d'autres thématiques. Mais nous avons pas mal évolué. Nous avons pas mal évolué. Il faut vous rappeler que ce n'est qu'en 1950 que celles de la France ont commencé à voter. En 1960, nous avons vu les nôtres ici à travers des mouvements de protestation au moment un peu avant, à quelques encablures de notre indépendance. Et puis après est venu le renouveau démocratique. Nous avons vu pas mal de femmes, j'en veux pour preuve Madame Rosine Vieira-Souglo, le maître Marie-Élise Bédot. Nous avons vu Maître Grace d'Almeida, si je ne m'abuse. Il y a Madame Aïmona Claire Rungan. Il y a pas mal de femmes que nous avons vues. Célestine Zanou, merci. Nous avons vu pas mal de femmes, comme si notre Landerneau était tout d'un coup
prises en charge par ces femmes-là. Parce qu'elles avaient un combat à livrer, elles avaient à initier le début d'un combat. Et donc, j'ai presque envie de vous dire que oui, il y a eu un début très très fort, avec très peu de moyens, mais vraiment avec des personnalités qui s'y sont consacrées. On va dire également que ce travail-là est arrivé à maturité. On a l'impression que c'est arrivé à maturité et que l'activisme de la femme ne devrait pas s'essouffler. Et que nous remarquons aujourd'hui qu'en dehors de tout ce qui est politique, si on fait la conjonction de la société civile, de la politique, des acteurs de développement à la base, de tout ce que, en tout cas des artisans, de tout ce que nous voyons comme femmes agir et avancer sur le terrain, nous avons une petite impression qu'il y a un léger décalage. Vous pensez que c'est léger ? Un léger décalage, excusez-moi, un léger décalage entre la force qui était mise à contribution au moment de l'activisme, au moment justement de ces grandes dames dont je parle, et celle d'aujourd'hui que nous sommes. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore abouti. Et quand je parle de ça, je parle de la femme en elle-même, de la conscience qu'elle peut avoir de sa place, de sa position, de son influence dans la société. Maintenant, depuis 2016, ben, que de joie pour les femmes, que de joie pour les femmes. Nous avons dressé un national juridique pour encadrer l'épanouissement de la femme. Il y a des programmes et des filets sociaux pour accompagner l'excellence en milieu scolaire et estudiantin à travers les jeunes filles qui travaillent bien à l'école. Nous avons le programme des cantines scolaires pour permettre aux femmes de pouvoir vaquer à leurs occupations. Nous avons surtout, à travers l'arsenal juridique, nous avons permis aux femmes aujourd'hui de soit faire le choix d'une carrière plutôt que d'être handicapées tout d'un coup par un accident qui arrive. Je veux parler des grossesses non désirées. Avec tout ceci, la petite chose qu'il nous manque, c'est de pouvoir donner corps à la transmission entre cette génération d'avant qui était forte en activisme à travers la société civile, à travers la politique, et cette génération montante que nous sommes. Et qui a construit ce mur-là qui empêche la transmission, si je dois vous résumer? Ça ne se fait pas assez bien à votre analyse? Non, c'est pas que ça ne se fait pas assez bien. Je pense que nous sommes sur notre fin. Nous avons besoin de ces aînés-là pour finir le travail. Elles n'ont pas fini le travail. Vous pensez qu'elles ont jeté l'éponge, qu'elles ne font plus rien du tout? Non, elles n'ont pas jeté l'éponge. Je suis persuadée qu'elles font de leur mieux parce que je les vois souvent dans les cérémonies. Mais je pense que la façon qu'elles ont eue d'impacter, notre parcours, de nous donner envie d'être des femmes dans l'arène décisionnelle, je pense que cette façon-là s'est ramollie un tout petit peu. Elles attendent que vous allez les chercher de leur... excusez de peu, de leur retranchement, parce que par exemple quand je prends Thérèse Wangwa, qui est une grande femme syndicaliste, on l'entend presque plus, Marie-Élise Bédot, Célestine Zanon, Claire Onga Ayemona et bien d'autres femmes qui ont quand même porté le flambeau disons en matière d'éveil de la gente féminine. On les voit plus actives aujourd'hui. Mais écoutez, c'est ce que je dis, que leur activisme est venu à maturité, pense-t-elle, mais ce n'est pas encore fini parce que la génération montante n'est pas encore aboutie. Et donc la génération montante, je profite justement de ce 8 mars et de votre plateau pour leur lancer un appel, pour dire que nous avons encore besoin d'elles. Non, pas au secours. Nous avons encore besoin d'elles parce que nous, sur le chemin de l'influence, parce que pour nous, la femme doit être un être d'influence et non un être de pouvoir. C'est différent. Donc, sur le chemin de l'influence que nous souhaiterions avoir sur le terrain, de l'influence que nous souhaiterions avoir sur les gouvernants, de l'influence que nous souhaiterions avoir dans les instances, dans la sphère politique, sociopolitique, dans tous les domaines dans lesquels nous évoluons, nous avons besoin
encore qu'elle soit là parce que on doit rétablir le pont intergénérationnel pour être sûr que celles qui viennent après nous soient bardées des connaissances prises aussi bien chez nos aînés à nous et auprès de nous-mêmes. On comprend aisément votre souhait, honorable Chantal Ahi, mais est-ce que ce n'est pas trop demandé à ces femmes? Est-ce que le parcours, le vécu n'est pas assez suffisant pour permettre à la nouvelle génération de s'inspirer de leur parcours et de prendre la commande des choses? Croyez-moi, je le dis et en toute modestie, je pense que elles ont un parcours certain. Elles ont fait, on va dire qu'elles ont vraiment libéré le terrain des mauvaises herbes. C'est à nous d'aller vers elles. C'est à nous d'aujourd'hui d'aller vers elles. Et donc, c'est mon second appel. Donc, je lance un appel à l'endroit, justement, de nous, femmes politiques aujourd'hui, femmes de la société civile d'aujourd'hui. C'est à nous d'aller vers nos aînés, vers ces pionnières-là pour demander conseil, faire des activités avec elles pour que la génération qui vient derrière nous voit que le pont intergénérationnel existe et qu'elle ne serait pas jetée comme ça sur le terrain politique sans vraiment... Vous voyez que partout à gauche et à droite naissent des programmes de mentorat et tout, c'est pour combler ce vide-là. C'est cela. Voilà. Alors, Chantal Ahi, dites-nous, bon, avec tout ce que vous avez dit, c'est beaucoup de défis à relever, c'est beaucoup d'engagements à prendre, c'est beaucoup de choses à faire. Pourquoi on réduit toujours le 8 mars à une fête dans certaines localités encore? On voit les élus locaux qui organisent avec des foulards qu'on attache un peu partout. Est-ce que ce n'est pas une façon de galvauder un peu le sens originel de cette célébration? Merci infiniment pour cette question qui, en réalité, en fait, donne lieu à la justification d'une sensibilisation qui est inévitable, en fait. Quand je dis sensibilisation qui est inévitable, c'est que nous avons passé l'époque, justement, des animations à outrance, des queues interminables pour applaudir le Messie qui arrive. Nous avons dépassé ce niveau-là. Vous voyez une jeune fille aujourd'hui de 18 ans, je vous assure, elle comprend exactement ce que la société attend d'elle. Donc, la femme a cessé d'être infantilisée, ou tout au moins la société actuelle. Les gouvernants actuels ont fait en sorte que les femmes comprennent ce qui est attendu d'elles, aussi bien dans leur noyau familial, sur leur lieu professionnel et même au niveau du développement de leur patelin. Donc, honnêtement, je pense que c'est le rôle de nous autres femmes. Je profite pour introduire le caucus des femmes parlementaires qui, dans quelques jours, va prendre d'assaut les communes de notre pays, justement pour aller sensibiliser nos sœurs, nos jeunes sœurs, pour aller leur expliquer le bien fondé de participer justement au développement de son pays, le bien fondé de faire preuve de sa citoyenneté, le bien fondé d'être des modèles et d'être des acteurs de développement vraiment sérieux dans leurs différentes contrées, le bien fondé d'être d'égal à égal, de discuter d'égal à égal avec tous les autres acteurs qui participent du développement dans leur localité. Et donc, croyez-moi, dans quelques jours, vous nous verrez aller sensibiliser, expliquer que oui, il peut y avoir des moments de réjouissance, mais il faut travailler d'abord avant. Il faut travailler à saisir toutes les opportunités qui nous sont faites aujourd'hui par le gouvernement. Il faut travailler à les saisir d'abord. Et pour saisir ces opportunités, il faut les connaître. Il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut y être sensibilisé parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. La preuve, nous, au Parlement, nous légiférons. Mais quand on a fini de légiférer, il faut bien descendre pour, à travers des redditions de comptes, expliquer, sensibiliser pour que la mayonnaise puisse prendre. Et donc, je ne jetterai pas la pierre à ces camarades qui profitent du 8 mars pour organiser des réjouissances avec les femmes. Non, pas du tout. Bien au contraire, il faut bien que quelqu'un le fasse. Mais en même temps, écoutez, c'est comme la fable de la cigale et la fourmi. Il y a un moment pour chanter, il y a un moment pour dormir. Donc voilà. Honorable Chantal Ahi, je voudrais prendre votre avis entre le combat que les femmes mènent en milieu urbain
et le combat des femmes en milieu rural. On a toujours le sentiment qu'en milieu urbain, on se bat pour être élu, pour être nommé, en tout cas pour être à des postes de responsabilité. En milieu rural, on se bat pour avoir de l'eau potable pour la famille, on se bat pour avoir l'électricité. Les réalités ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'injustice qui, justement, peut-être de façon inconsciente, entre le combat qui se mène entre les deux mondes? Oui. Écoutez, il ne me vient pas à l'esprit de banaliser cette question, mais seulement je me dis que quand on a atteint, dans les projections, le pays, parce qu'il ne vous échappe pas que nous venons de doter notre pays de budget de 2025, quand on sait qu'on va arriver à 85% de couverture en eau potable, ben, partout sur l'étendue, sur toute l'étendue du territoire national. C'est vrai, il reste encore un 15% qui n'est pas rien, qu'il faut régler. Et je suis persuadée que le gouvernement, l'exécutif qui est en charge de régler ces questions-là, va le faire parce que nous les voyons à la tâche. Et donc, pour moi, pour la question de l'eau, je pense que ça a cessé d'être un souci, comment je vais dire, ça a cessé d'être une question de vie ou de mort pour ces femmes-là. Croyez-moi, parce que moi j'ai grandi, j'aime beaucoup à le dire, j'ai grandi à Djougou. Et à 3 heures du matin, petite fille, il fallait aller chercher de l'eau à des kilomètres, pendant l'harmattan, parce que c'est la période cruciale où vraiment tous les puits sont asséchés et qu'il faut... Quand vous le faisiez en ce temps-là, quel sentiment vous animait? Mais je vous assure, nous, on était très, très contentes parce qu'on était un certain nombre de petites filles qui allaient chercher l'eau. Et donc, en groupe, donc on chantait. Et on savait que, il fallait ramener l'eau à la maison en l'état. Mais déjà, en ce moment, est-ce que vous donniez la peine de viser loin, de dire il faut que je travaille, j'étudie pour changer les choses? Ben, c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que c'est cela qui nous a motivés. Si je vous raconte tout ce que nous avons dû vivre, c'est pour cela que nous pouvons comprendre ce que les populations disent. C'est pour ça que nous pouvons plus facilement que d'autres rentrer dans le comment je vais dire ça, faire un avec les populations, parce que nous avons vécu tout ce que les populations, en tout cas qui ne sont pas urbaines, tout ce qu'elles ont vécu, nous les avons vécu dans notre enfance. Donc ce ne sont pas des réalités qui nous sont étrangères. Non, pas du tout. Et donc, pour finir votre réponse, pour moi, le gouvernement travaille à vraiment gommer toutes ces aspérités-là. Et les femmes trouvent leur compte dedans. Les femmes devraient pouvoir trouver leur compte dedans. Non, est-ce qu'elles trouvent leur compte? Devraient attendez, parce que si je dis qu'elles trouvent leur compte dedans, vous me direz tout de suite que alors, donc tout d'un coup tout est rose alors. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout n'est pas rose. Il reste des choses à faire. Mais nous avons une couverture quand même de 85%. Qui n'est pas rien. Mais qui est essentiel. Il nous reste 15% pour que nous finissions justement. Pourquoi vous êtes prudent dans l'utilisation des mots? Non, c'est pas de la prudence, mais pour restituer, il faut rester délicat dans la restitution, surtout quand vous savez ce qui est fait et que vous êtes partie prenante de ce qui est fait. La seule chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant du caucus des femmes parlementaires, je vous ai dit que nous allons descendre sur le terrain. Nous irons à Glazoué, nous irons à Dassa pour aller voir justement... à Manigri. On va passer, on a tout un programme, on a un MPT, on a tout un programme pour aller visiter justement, aller dans les contrées qui ne sont pas... Parce que chacune a sa circonscription. Donc on va toutes se mettre ensemble pour aller visiter ces femmes-là, revenir vous expliquer ici, toujours au même endroit, que les 85% dont nous avons parlé, que ce n'était pas du leurre, que c'était bien réel et que dans des robinets à Glazoué, il y a de l'eau claire, potable, qui sort. Dans des robinets à Dassa, à Savalou, à Tchéti, à Tio, dans les robinets à Matéri, ça sort déjà depuis longtemps et tout. Donc, vraiment, je pense que nous ne sommes pas terriblement dans une inégalité de chance. Non, nous travaillons à gommer justement ces inégalités-là, ces injustices, ces inégalités. Et on ne peut qu'encourager, nous, en tant que parlementaires, nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement qui est à pied d'œuvre pour régler ces questions, ces préoccupations-là au quotidien. Cette année, le thème, c'est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité
et autonomisation. Que vous inspire ce thème? Bon, bah, écoutez, pour moi, c'est un condensé. C'est un condensé du chemin qui est fait, qui est parcouru depuis la célébration jusqu'à nos jours. Parce que quand on dit droit, aujourd'hui au Bénin, nous savons bien que nous avons mis en place un arsenal juridique qui prend vraiment la femme dans toute sa splendeur et qui en fait un être qui décide d'elle et qui a la liberté d'association, qui a la liberté, qui peut se projeter dans un profil de carrière et tout, et donc plus de blocage. L'égalité, c'est vrai, ça peut paraître, on ne peut plus virtuel, mais pour nous, à intelligence égale, hommes et femmes, on est tous égaux devant la loi. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un postulat de base. L'autonomisation, c'est là où il y a toute la question. L'autonomisation, c'est là où il y a toute la question. Il faut travailler, il reste encore là des défis à relever. Il faut travailler à autonomiser, il faut travailler à former. Ça commence d'abord par là. Former nos jeunes sœurs, former les femmes dans quel que soit le domaine qui les intéresse, les former, donner les moyens justement à ces femmes-là pour que après la formation, qu'elles puissent vivre de ce qu'elles savent faire et leur permettre de créer des creusets pour qu'elles puissent vraiment trouver le moyen de s'exprimer en toute liberté pour participer au développement de leur environnement immédiat. La jeune génération prend-elle conscience de cet aspect-là lorsqu'on voit encore, ça c'est un secret de polichinelle, des jeunes filles qui pensent que par leur physique, par leur beauté, elles peuvent tout obtenir dans la société. Elles peuvent s'autonomiser. Oui. Mais vous savez, loin de moi, et je suis persuadée que loin de vous aussi, de faire cette insulte à la jeune fille. Non, je pense que c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Nous avons 10 doigts, nous avons une tête, nous avons un cerveau, et aucun parent, je dis bien, aucun parent n'a en toute liberté, ne fait le choix en toute liberté de livrer sa petite fille à la rue, à la recherche de je ne sais quoi. Non, pas du tout. C'est pour cela qu'il nous revient encore à nous, les aînés, de sensibiliser aussi, bien sûr, ce qu'on pense que l'attrait physique peut apporter dans la réalisation de soi. C'est à nous de sensibiliser parce que nous n'avons pas eu à faire ça. Nous sommes allés arracher des dents, nous sommes partis arracher ce que nous sommes. Donc, c'est à nous de les sensibiliser et de leur expliquer qu'une femme doit d'abord, se respecter son corps, respecter sa famille, ses origines, là d'où elle vient. Respecter, se positionner dans la société en ayant une identité professionnelle. Parce que c'est l'absence de cette identité professionnelle qui peut faire que les femmes peuvent chercher des raccourcis. Je préfère dire qu'elles cherchent des raccourcis. Et c'est en cela, je sensibilise. Je voudrais aussi lancer un appel aux hommes parce que le programme des Nations Unies, le He for She, donc, se traduit par une masculinité positive. En principe, ce travail-là que nous faisons, nous femmes, nous aînés, nous acteurs politiques et acteurs socio-économiques, acteurs de développement à la base, si nous devons pour réussir ce travail-là, les hommes devrions nous y aider. Les hommes devrions nous y aider en décourageant justement ces raccourcis-là que nos jeunes sœurs veulent emprunter. Oui, voilà, devraient nous y, malgré l'attrait de tout ce que vous savez. Oui, cela, vous avez à faire le travail avec nous, au moins à 40%. Dans la thématique, il y a... Avant Eric, il faut rendre hommage également à ces jeunes filles qui se battent sur les réseaux sociaux, qui vendent des articles, qui participent à des foires, qui créent également, parce que sans celles-là, on ne peut pas faire la différence avec celles-là qui ne font pas trop d'efforts et qui devraient davantage en faire pour se faire remarquer positivement dans la société. Je voudrais vraiment rebondir sur ça et faire un clin d'œil à une association, les Petites Mains. Ce sont, au bas mot, à minima, on a un bac plus 3. C'est-à-dire que le diplôme le moins élevé, c'est un bac plus 3. Il y en a une qui est, je crois qu'elle est interne des hôpitaux aujourd'hui. Je crois qu'elle a dû finir. Yisseyon, je lui fais un coucou. Au bas mot, il n'y a pas le bac. Bon, je ne vois pas beaucoup. Elles sont plus de 300.
elles s'appellent les petites mains. Croyez-moi, ces jeunes filles-là, elles sont à l'université dans la journée. Dans l'après-midi, elles ont une activité génératrice de revenus. Et je les encourage à continuer à être des exemples pour les autres jeunes filles. Elles savent faire des choses. Moi, je n'achète plus de la viennoiserie, tout ce qui est pâtisserie ailleurs que chez ces jeunes filles. Quand j'ai des activités à faire, je leur fais appel pour l'organisation de mes activités. Donc, elles comprennent bien les conséquences liées aux différentes mutations que subit le monde aujourd'hui. Donc, elles savent que à côté, étudier en journée, c'est bon, mais l'après-midi ou en fin de journée, faire quelque chose de façon... ce sont des artisanes, ce sont des têtes pleines, mais qui ont des mains agiles. Et donc, c'est vraiment... ça existe déjà. Ça existe et elles sont à encourager. Et je pense même que... en tout cas, elles ont un programme à l'occasion. Dès que je sais comment si j'ai des informations sur l'organisation de ce programme-là, je ne manquerai pas on ne manquera pas de vous inviter. On fera certainement une immersion dans leur milieu pour pouvoir comprendre comment ça marche. Oui. Honorable Chantal Ahi, dans la thématique, il y a le mot égalité qui continue par être, je dirais, un mot mal perçu, en tout cas, dans la conscience de plusieurs personnes. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est trop prétentieux de mettre la femme au même pied d'égalité que l'homme? Parce que ça revient assez souvent, à chaque 8 mars, voilà, nous avons aussi de ces hommes qui pensent qu'on n'a pas à tout donner, à tout consacrer aux femmes. Oui, d'accord, très bien. Alors, je pense qu'il y a M. Aounou, Guédénon. Cato Cato ou pas Cato? Parce que on dit, Dieu a dit, j'ai fait l'homme à mon image. Il n'a pas dit, j'ai fait l'homme à mon image et j'ai fait la femme à l'image de l'homme. Non, il a dit, je vous ai fait à mon image. L'être humain, l'homme, grand H, est fait à l'image de Dieu. Donc là, premier point. Je dis, à intelligence égale entre femmes et hommes, est-ce que vous arrivez à faire le distinguo pour dire, est-ce qu'il vous arrive de dire, ah, quand même, cette femme ou cette fille est très intelligente? Parce qu'on en voit. Il y en a qui sont premières en mathématiques au CEP, au BEPC, au baccalauréat, à l'université. Il y en a plein dans notre pays. Alors, donc, on ne finit pas sa vie sur le banc. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, c'est un postulat qui a besoin d'être vécu par les deux sexes, d'une certaine façon, mais en complémentarité. C'est très, très important de comprendre comme tel. Au regard de la loi, nous sommes tous égaux, hommes et femmes égaux. Devant la loi? Non? Si. Dites-moi. Oui, devant la loi. Oui, j'ai dit, devant la loi, on est tous Il égaux. y a une vie sociale, il y a une vie familiale, il y a une vie professionnelle. On va y arriver. On va y arriver. J'espère que ce n'est pas anecdotique. Les femmes qui font des métiers d'hommes et qui le font bien. Quand vous tombez sur ces femmes-là, j'espère que vous ne traitez pas ça comme des anecdotes. On vous dira que c'est rare. C'est pas si rare que ça. C'est une exception. C'est pas si rare que ça. Ce n'est pas si rare que ça. Non, pour faire sérieux, l'égalité entre l'homme et la femme, pour moi, comme je vous dis, si nous partons sur des considérations religieuses, d'ailleurs même d'une certaine religion, on dit que la femme et l'homme, Dieu nous a créés à son image et donc là, l'égalité, elle est acceptée, on y adhère, c'est d'une certaine religion. Quand une autre vit ce postulat-là d'une autre façon, en disant que oui, effectivement, là où on prend les grandes décisions, la femme doit se faire représenter. Je me souviens bien que dans les couples, dans notre pays, au Dahomey, ici, avant, que quand tu rentres dans une maison, tu ne vois pas tout de suite maman. C'est papa d'abord que tu vois. Mais croyez-moi, dans Cotonou, ici, il y avait des maisons dans lesquelles, quand tu sonnes, c'est la maman qui te dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et gare à vous si vous n'expliquez pas à la maman ce que vous pouvez, parce que vous ne pouvez pas voir papa.
Quand on prend également dans le Haut-Nord la question du Nyonkogi, une question sur laquelle je souhaite bonne fête à la vice-présidente de la République, on voit aussi quand même que nous avons un rôle important, un rôle d'influence qui ne demande pas forcément des manifestations musculaires, qui ne demande pas forcément que nous ayons un gros coffre comme ça pour montrer que nous fassions le coq pour montrer que nous sommes forts et que nous influençons les choses. Et donc pour moi, cette égalité-là doit être vécue en douceur. Ce n'est pas c'est pas dans la brutalité, non, pas du tout, mais plutôt c'est une égalité qui fait qui prend tout son sens dans les considérations on ne peut plus religieuses et physiologiques, et en même temps qui appelle une nécessaire complémentarité entre les deux sexes. Mais lorsqu'on doit, chaque occasion du 8 mars, et trouver les mots, les arguments pour démontrer que l'homme et la femme sont égaux, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ça devait devenir naturellement. Il faut crier chaque fois le 8 mars pour dire que nous sommes égaux. Ça devait être tout naturel. Si effectivement les femmes sont au même pied d'égalité que les hommes. Ben, c'est de la pédagogie. C'est pour que les uns et les autres, les deux parties, parce que quand on parle d'égalité, on est forcément en face de deux parties. C'est pour que les deux parties se le prennent pour dit. C'est de la pédagogie. Et au fur et à mesure que ça viendrait, chacun trouvera justement son moment d'égalité là où il le peut. Mais en même temps, c'est encadré. C'est pour ça qu'il y a cet arsenal juridique pour encadrer certaines réalités, certains pans de notre vie. Et donc, pour moi, honnêtement, c'est pas redondant, pas du tout, de ramener souvent la thématique sur l'égalité à chaque fois qu'on célèbre à chaque 8 mars. Non, c'est pas redondant, bien au contraire, c'est pédagogique. Au Parlement ou vos officiers, est-ce que l'espace que vous explorez ensemble, vous vous sentez très à l'aise parmi ces nombreux hommes-là aux côtés desquels vous travaillez? Écoutez, nous nous sentons tellement à l'aise. Tellement à l'aise. Je profite là encore, c'est curieux, je profite là encore pour saluer, pour dire bonne fête du 8 mars au président Louis Béounou-Vlavonou, parce que c'est notre avocat. C'est lui qui nous a aider à mettre le caucus en place pour pouvoir mieux nous organiser, pour pouvoir mieux occuper notre place et jouer le rôle qui est le nôtre au sein du Parlement. Et donc, nous ne souffrons d'aucun complexe par rapport aux 80 députés qui restent, qui sont de sexe masculin. Ils jouent le rôle qui est le leur. Et d'ailleurs, le caractère non impératif de notre mandat fait qu'une fois que nous avons porté l'écharpe et que nous sommes assis à l'hémicycle, nous intervenons de la même façon, si nous le souhaitons. Si quelque chose ne nous plaît pas, personne ne nous empêche, personne n'est capable de nous empêcher de le dire tel que nous le souhaitons. Nous respectons les disciplines de groupe, cela s'entend. Et croyez-moi, il n'y a aucun visage féminin là, à l'intérieur de cet hémicycle, que quelqu'un qui plairait à quelqu'un de vouloir... Et entre femmes alors, comment ça se passe? Et entre femmes, que voulez-vous que ça se passe? Entre femmes, c'est normal un peu que... Parce que certains se plaisent à dire que l'ennemi de la femme, c'est d'abord la femme elle-même. Bon, cette assertion-là, moi, je la laisse à celle... aux gens qui on voit bien les combats à l'interne des partis, à l'interne des associations, des groupements et tout. Ça ne marche pas très bien. Mais dites-moi, partout où il y a des intérêts à défendre, est-ce qu'il n'y a pas des combats? Mais lorsque vous devez avancer face partout aux hommes on doit qui veulent avancer. toujours vous reléguer au second plan, est-ce qu'on ne devrait pas se départir de cette divergence-là? Non, c'est pour ça qu'il y a l'arsenal juridique qui a été mis en place et que nous sommes très heureux d'avoir révisé la Constitution en son article 26 et qui a donné, par exemple, qui a permis l'observance des quotas. Ce qui fait que nous sommes 29 aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un géant pas de fait. Et donc, pour moi, je pense que là-dessus, là où il y a les intérêts, il n'y a rien à faire.
personne ne va lésiner sur les moyens pour être le premier, pour être le meilleur. Et c'est ce que nous faisons, que nous soyons femmes ou que nous soyons hommes. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Que le premier qui y arrive correctement avec des moyens légaux, avec des moyens licites, de façon à ce que tout le monde puisse se le prendre pour dit. Nous allons rester au Parlement avec d'autres questions, mais avant, vous avez commencé par donner l'exemple des petites mains pour nous donner un peu une idée de ce que les jeunes filles sont capables de faire aujourd'hui. Est-ce que cela est assez large du point de vue épanouissement économique des femmes et des jeunes filles aujourd'hui dans notre pays? Mais écoutez, quand nous avons la célébration de l'excellence en milieu scolaire, par exemple le filet social, le programme Bessoké, quand nous avons ça, que nous avons le travail que font les relais communautaires sur toute l'étendue du territoire, que nous avons les bourses que l'État offre. Nous avons la célébration même à l'intérieur des partis de l'excellence au niveau des jeunes filles. Nous avons des organismes internationaux, par exemple l'IGD, qui donne une formation. Nous, en tant que députés, ils nous ont donné des assistants et tout ça. Nous avons le mentorat qui marche. Quand nous avons tout ça, le reste, ce qui nous reste à faire, c'est le suivi, c'est l'évaluation. Pour voir celui des programmes qui ne marchent pas, pour savoir le remplacer, pour savoir apporter le rectificatif nécessaire pour atteindre les résultats que nous recherchons. Parce que les résultats que nous recherchons, c'est qu'il y ait des chances égales à toutes les filles, d'où qu'elles viennent, dans notre pays. Donc pour moi, je pense que cette question-là, c'est vrai, c'est du travail qu'il y a à faire. Ce n'est pas qu'on se lève un jour et puis en un claquement de doigts, on se dit que ça y est, tout le monde est beau et gentil, toutes les filles sont situées à la bonne enseigne et tout ça. Non, c'est un travail, c'est un long chemin à parcourir. Et un seul exemple comme ça que j'ai pu vous donner ne suffira pas à généraliser la question. Donc, il nous reste de la sensibilisation à faire et nous, aînés, nous avons compris cela. Nous allons parler à présent de l'engagement politique des femmes à l'ère de la réforme du système partisan. Réforme grâce à cette réforme. Aujourd'hui, nous avons 29 femmes au Parlement. Quelles sont les autres opportunités offertes aux femmes par la réforme du système partisan? Écoutez, les autres opportunités offertes aux femmes aujourd'hui, c'est déjà quand même de pouvoir aller aux élections facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partis se sont pris pour dire le fait d'aligner les femmes, que leurs listes doivent avoir clairement libéré des positions pour les femmes. Donc ça, c'est la première chose. Il y a des partis comme le nôtre qui, vraiment, en toute ingéniosité, n'a de cesse de créer des espaces pour favoriser l'éclosion, justement, d'une génération de femmes politiques qui influencent la sphère politique et à force d'influence, elles peuvent y avoir accès plus facilement. Et donc, c'est ce que nous avons fait à travers justement le lancement du café BR que tout le monde a suivi, qui se veut un espace d'échange entre militants, cadres du parti, entre experts même d'ailleurs pour venir encadrer les militants du parti, qui se veut être un espace de partage d'expériences. Parce que c'est ça aussi. Si on ne partage pas les expériences, on aura l'impression que c'est toujours les mêmes qui avancent et que les autres sont un peu en arrière. Et donc, pour donner d'égales chances à tout le monde, cet espace-là est né. Et honnêtement, c'est une idée, c'est une brillante initiative parce que ça permet de libérer les élans, de libérer les énergies pour que les gens puissent poser les questions qui, peut-être dans d'autres endroits, pourraient paraître comme de la naïveté ou bien des questions bêtes et tout ça. Non, là, c'est... Pourquoi ces initiatives sont la fête des élites? Pourquoi vous n'allez pas, par exemple, dans des milieux ruraux, appeler les femmes, parler nos langues locales, échanger avec elles, un café dans un village? Pourquoi? Je suis bien heureuse que vous puissiez poser cette question.
je vais essayer de vous répondre sans livrer la stratégie de combat, parce que vous savez ce qui arrive, on a des joutes qui arrivent en 2026 et que le Bloc républicain regorge, a dans son escarcelle des stratégies vraiment où on est au corps à corps avec les populations, parce que nous, on est toujours avec les populations. Et donc, ce que vous dites là, c'est un millième de ce que le Bloc républicain a prévu faire. Donc là, si vous regardez bien les images, nous étions à Cotonou, au siège du Bloc républicain, mais quand vous voyez les images, je vous mets au défi de me dire que c'était un parterre d'élite, que d'élite. Vous avez parlé le fond à cette occasion, le Yoruba, vous avez parlé d'Indi. Par exemple, oui. La coordonnatrice nationale de l'OFR, quand elle a pris la parole, elle a salué en Fombé, elle a salué en Goût. C'est suffisant. Et tout le monde a répondu. C'est suffisant. Nous sommes dans une phase inaugurale. Nous sommes dans une phase inaugurale et avec la presse. Et qu'il faut que les gens comprennent le pourquoi de cette activité. Donc, vous voyez bien que le temps matériel ne nous suffisait pas pour dire en même temps les objectifs que nous souhaitons atteindre à travers cette activité-là et le dire en français. Vous êtes les mêmes encore quand on finit de faire en fond qui venaient nous voir pour dire, bon, maintenant il faut dire quelque chose en français. Donc, on a prioriser la langue française pour ce numéro-là. Mais croyez-moi, nous avons l'intention, le Bloc républicain a un parti national et nous avons, vous verrez que nous serons partout avec notre caravane du café BR. Honorable Chantal Ahi, on parlait des opportunités de la réforme du CEP partisan. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. En 2026, nous aurons les élections générales. Vous avez le droit de parrainer des candidats. Au niveau de votre formation politique, vous allez parrainer un candidat ou une candidate? Écoutez, si le choix vous était donné. D'abord, la discipline de groupe aidant. Et moi, je parrainerai le candidat ou le duo candidat que mon parti aura désigné. Et si cela n'est pas l'avantage des femmes? Y a pas... On ne sait jamais, ça peut arriver. Bon, enfin, je ne sais pas. Est-ce que, avec toutes les preuves que ce gouvernement nous a mises sous le nez, est-ce que vous pensez que ce gouvernement peut encore faire, les acteurs politiques que nous sommes aujourd'hui, que nous pouvons tous nous mettre ensemble pour proposer des choses qui ne seraient pas à l'avantage des femmes? Arithmétiquement, vous n'êtes pas assez représenté pour imposer quoi que ce soit aux hommes. Comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Alors, dites-moi. Si des femmes ont, par exemple, si honorable Chantal Ahi a envie de devenir présidente de la République demain et que les femmes décident de le faire, comment est-ce que vous allez faire avec votre portion congrue que vous avez faite au niveau du Bloc républicain? Ah oui, la portion congrue, je ne comprends pas tout. Expliquez-moi. Vous n'êtes pas assez nombreuses, les quelques têtes de femmes que nous avons à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce n'est pas évident non plus que les hommes politiques puissent partager cette idée aussi de voir une femme diriger notre nation. C'est ça. Est-ce que cette question-là se pose seulement à la nation Bénin? Non. C'est une question qui est généralisée. On est au Bénin. Nous parlons du Bénin, nous parlons de votre formation politique. C'est pour ça que je vous dis tout de go que moi, je parrainerai le duo candidat que mon parti indiquera que ce sera celui-là qui est à parrainer. Maintenant, vous me dites... Mais comment est-ce que ça va se faire pour qu'on ait une femme? On serait heureux que, par exemple, au niveau du BR, qu'on ait une femme qui soit sortie candidate. Écoutez... Finalement, vous êtes coincé. Même pas. Au niveau du parti. Même pas. On nous le dira peut-être au niveau de l'UPF. Les hommes sont au nombre, sont plus influents que vous. Même pas. Donc c'est possible alors. C'est pour ça que je vous dis, je vous assure, travaillez à considérer les femmes comme des cercles d'influence plutôt que des cercles de pouvoir. C'est très, très important. Je vous assure. Même si attention, je vais vous dire, j'ai presque envie de penser que le pouvoir est masculin et que l'influence est féminine. C'est très important ce que je vous dis. Vous voyez, vous pouvez voir un homme ou peut-être un duo candidat de 2 hommes et que peut-être ça soit le fruit de l'influence d'un groupe activiste de femmes. Dans l'ombre.
J'ai dit l'influence. Oui. Influence appelle forcément coulisses. Oui, justement. Alors, c'est ce rôle que vous aurez Et donc, souhaité? non, c'est pas que c'est ce rôle que nous aurons souhaité. C'est que nous sommes plus efficaces dans ce rôle-là. Parce que quand on dit derrière un grand homme, il y a une femme, c'est la même chose qu'on dit. La formule sacrée. C'est la même chose qu'on dit. Et donc, des féministes qui vous diront que vous avez longtemps joué ce rôle, mais qu'aujourd'hui, il faut être à la lumière. Moi, je ne suis pas dans le féminisme béat. Je vous assure, je ne suis pas dans le féminisme béat parce que le féminisme béat, oui, c'est vrai, c'est une, comment je vais dire, c'est une posture qu'on aborde parce que c'est très personnel, c'est une question de conviction. Mais quand vous avez dû passer des baptêmes de feu, que vous avez dû vivre des réalités, vous comprenez que le féminisme doit être tout sauf béat. Il faut être dans la réelle féminisme. C'est extrêmement important. Et la réalité dans l'affaire du féminisme, c'est à cette heure-là que nous sommes là aujourd'hui. Alors, on est en train de dégrunir les dernières minutes de cette émission. L'engagement politique, c'est déjà une question réglée au niveau du BR pour ce qui concerne les femmes, c'est ça? C'est pas une question réglée. Personne ne peut le régler comme ça par magie ou non. C'est pour ça que je dis la pédagogie aime beaucoup parce que l'engagement politique a dans son antichambre une autre thématique qui est le militantisme. C'est très important. Alors, donc, quels sont les défis? Non, pour nous, pour l'engagement politique, c'est vrai. Nous voulons que nos chefs de parti fassent plus confiance aux femmes. Nous voulons que les femmes construisent par elles-mêmes, que ça donne au réseautage. Nous voulons que les femmes par elles-mêmes sensibilisent leurs sœurs et surtout que celles qui peuvent servir d'exemple permettent qu'on organise l'accès facile à elles-mêmes, d'aller sur le terrain pour permettre aux autres de pouvoir partager leur expérience afin de pouvoir les inspirer. Nous voulons surtout que des moyens financiers soient mis à disposition parce que la grosse question aussi reste celle-là, les moyens financiers. Pas des moyens financiers ostentatoires, non, pas du tout. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire si nous-mêmes, nous n'avons pas une identité professionnelle qui nous permet déjà, parce que pour être un argument marketing, pour pouvoir aller au-delà d'un groupe et leur parler et arracher la crédibilité et obtenir leur adhésion, il faut soi-même être convaincant, il faut être crédible, il faut avoir quelque chose à donner. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose à donner, attention, c'est en matière de savoir, c'est en matière d'astuce, en matière de connaissance. Donc, il faut de la formation, de la sensibilisation. Il nous faut nous-mêmes nous mettre à réseauter. Il nous faut nous-mêmes nous conduire, l'exemplarité en fait. Il nous faut nous-mêmes sensibiliser et c'est extrêmement important. Un dernier message aux femmes de Djougou, de Banikwara, de Foulécambin qui vous suivent pour conclure cette émission. Très bien, merci beaucoup. Vous me permettrez d'aller... c'est vrai que moi, avant de réfléchir, je réfléchis en langue d'Indi. Je ne sais pas si je ne l'ai jamais dit. Donc, dites un mot en Hindi. Ne vous inquiétez pas, je vais y arriver. Donc, je voudrais déjà cela m'avait échappé. Je voudrais dire mes condoléances à la famille de nos camarades tombés sur le champ de la République, le ministre Monsieur Feu Yves Chabi-Kwaro, le préfet du Zou Feu Firmin Couton. Je voudrais renouveler notre compassion à l'endroit de leur famille et dire que la République ne les oubliera jamais. Je voudrais également souhaiter un excellent mois de Ramadan à nos frères musulmans, un bon mois de carême à nos frères catholiques aussi qui ont commencé depuis le 5 et finir par souhaiter une excellente journée de la femme à toutes les femmes de la République du Bénin, à toutes les femmes petites mains qui n'ont de cesse de se battre au quotidien pour pouvoir faire vivre, pour pouvoir démontrer la part de citoyenneté, pour pouvoir démontrer la volonté qu'elles ont de faire corps, de faire partie de ces bâtisseurs de notre République. Parce qu'ici passe tellement de très belles choses que les femmes ont envie d'être elles-mêmes dans le starting block
pour qu'on puisse savoir qu'elles ont participé à tout ce que nous voyons là. Je voudrais les saluer et dire surtout à nos aînés à nous. Moi, je tutoie à peu près déjà la soixantaine, donc quand je dis nos aînés, pouvoir leur dire que nous avons encore besoin d'elles. Nous avons encore besoin d'elles. Nous avons fouillé, bêché, nous savons quelle est la démarche qui devait être la nôtre. C'est à nous d'aller les chercher. Et donc, nous sommes en route. Nous, déjà, le caucus des femmes parlementaires et d'autres petits groupes de femmes, nous sommes en route pour aller les voir parce qu'elles n'ont pas fini le travail. Elles n'ont pas fini le travail. Elles doivent encore organiser la transmission. Il faut que nous, on sache donner l'exemple, on sache expliquer les opportunités qui arrivent. Je voudrais dire à nos jeunes filles, qui sont dans les collèges, leur dire que seul le travail paye. Seul le travail paye. Qu'elles fassent tout pour rester en bonne santé, parce que rester en bonne santé, c'est s'occuper de son hygiène. Qu'elles fassent tout pour bien travailler à l'école, pour pouvoir soulager leur famille, mais c'est surtout pour réaliser leur identité professionnelle dans leur avenir, qu'elles ne soient pas pressées pour quoi que ce soit. Je voudrais, si vous me le permettez, si j'ai encore quelques minutes, je voudrais saluer mes mamans qui sont mes grands-parents, mes grands-mères qui sont à Basila. Je voudrais saluer mes grands-mamans, mes grands-parents qui sont à Djougou. On leur dit il n'y a au fond ebi weborowe jingal ili chino inkaneo kanu fo chimina fo ka heka no gokute kanu te nya yoseko kabeni kote no hama yose kabeni kote no ko ebi no pasio ko se ikaneo dono imanfo ka imanufo imanufo chimina fo ka fo fon na zeu ka me hodi ikpe mana me imate ka be ani dede ka ikpe ma ngene adwa yokupeita kabeni kachino seka kanu ba ko nyayo wo hini ko nya teredi wo hini ko chiba no ko yo seka no ko weboro wo chiba seka gbe sede gbe no mbate de suku no npe yo sede wonga ka mamodam suku diga chimin na fo masuka anamka bofo makachi ka nka kunu no ebi sukuru hin nka kunu kan na ebi be kan dendeni o gbe sukuru kan pe nka ka sukuru dinam ina no fo chimi na fo na e kanu go ku chiba e kanu chiko go no wena adua yo kanu za ko gana pe ebi no gana pe tumna ka amodua ga bi ko ebi ipara gbe dite ina no fo chimi na fo. Je vais saluer mes amis de Cotonou. Oui. Mes amis de Cotonou. Je voulais Nadino Chelo, Coutonle, Donado, Quebenumi, Nadon Mido Mikudo Hui. Do non lessing que Midu, Ebain, or Wimas, Bo Minodu, Bo Midu, Aliojibu, Mide Signalo Henry, Hosin, Jonadon Mido, Minikudo Hui. Donc yo kwesiwe ena inu mi do mina no du tegbe bokana no hen alo mi de ton do nu bosi aliji bon nu e melo pour lembo na blodo ayi tome bona do de tobi dagbe si afo eni no do lilen we pinu bonu mina mo tembo do sosien bona do wi ya lamenu to mi ton Patrice Talon to gan e ho to bodo bo gba inu mi flele mo mi de mei to gan e ho to bo blo ali mi bo mi de mei to gan e zombo e gbetiun fimi ton le da zome nu e wa so jon e bodo nu konto le me da zome e no mo kwepe de bono yiye to gan e zombo e gbetiun o nyonu hen e na zian lo da komona do je me de e o mi le onu e jo e mi e mi na za gbaza e mi ton ze blo na yo mi na do gbetoni ona don mi do je mi na sato azan hwan don le bona hemide do mele no do je me de ke nu nyonu le do ndeba we nyonu le do po nyonu le lo gudo bono le vo fe ke nu nyonu we do nu ba we ni ma so ni ma yin mo nu mi gbede pondo belo me fiu bonu mina hemide si mina hemide wi ya fo ye o do gbedo mi e azo tegbe ton mi no wa nu mi do bloc républicain yo do gbe ni on ton do mi we bo don mi do je me de to bi dagbe si an fo mi do na debo e do tantan me nu mi do to me fi bonu mi to gan ni mo do je mi nyon le de so e we mi hen e mi na ganje mi ji do ko gbe nu me bi sese. Le Dendi dira Isabou, le fond dira Ndokonomi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Chères dames, soyez à l'honneur. Prenez soin de vous. On se reprend dimanche prochain pour un autre numéro de Zone Franche.